Bonjour chers candidats et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la correction de l'épreuve de didactique du français, session d'octobre 2024, cycle secondaire qualifiant et secondaire collégial. On va enchaîner avec la question 31. L'observation, le questionnement et ou le dialogue entre élèves et avec les élèves sont-ils des modalités d'évaluation? On va encore hésiter entre le B et le E. Donc, il s'agirait de l'évaluation critériée dans le cas de la réponse B. Si les modalités citées, ça veut dire l'observation, le questionnement, le dialogue entre et avec les élèves, serviraient davantage à vérifier les apprentissages à partir d'objectifs précis ou à partir de critères définis à l'avance. Sinon, on va opter pour le E, c'est-à-dire aucun des choix proposés n'est correct, il s'agirait d'une évaluation formatrice, qui est un type particulier de l'évaluation formative. Si bien sûr l'enseignant impliquerait les apprenants dans le processus d'évaluation, en les amenant à s'approprier les critères d'évaluation et à s'impliquer dans le processus de gestion de l'erreur. Donc ici, on a une sorte d'ambiguïté concernant bien sûr l'implication ou non des apprenants dans cette évaluation bien sûr. Question 32, le triangle didactique schématise trois types de relations, lesquelles? Donc on va opter pour le E. Aucun des choix proposés n'est correct. Pourquoi? Quand on évoque bien sûr le triangle didactique, bon, c'est un triangle qui met en relation trois pôles. Le savoir, l'enseignant et l'apprenant. Et de ces trois pôles découlent traditionnellement trois relations. Première relation, c'est la relation didactique. C'est entre l'enseignant et le savoir. Donc comment l'enseignant organise et transmet le savoir. Deuxième relation, c'est la relation d'apprentissage. On va dire relation d'apprentissage, c'est entre l'apprenant et le savoir. Et on va bien sûr s'interroger comment l'apprenant construit et acquiert les connaissances. Pour la troisième relation, c'est la relation pédagogique entre l'enseignant et l'apprenant. C'est bien sûr, ça concerne l'interaction, la communication et la relation pédagogique entre bien sûr les deux. Question 33, la relation enseignant-apprenant a pour effet de rendre le savoir savant accessible aux élèves. De quelle transposition s'agit-il? Donc la bonne réponse c'est D, il s'agit de la transposition didactique et plus exactement c'est la transposition didactique interne. C'est quand l'enseignant transpose le savoir à enseigner en objet d'enseignement en classe. Donc le savoir à enseigner, rappelons que le savoir à enseigner qui figure dans les manuels et les programmes subit des adaptations pour prendre place parmi les objets d'enseignement en classe. Rappelons que lors de la première transposition didactique qui est externe, le savoir savant a déjà été transposé en savoir à enseigner. Donc je vous renvoie bien sûr à la question 20 sur la vidéo de la première partie de cette correction. Question 34. En considérant les différents paramètres de la didactique du FLE dans les livres scolaires, la méthodologie invite l'élève à découvrir un fait de langue par l'écoute ou la lecture, par la formulation d'hypothèses qu'il vérifie, avant de l'employer à l'oral ou à l'écrit. Donc la question, quelle réflexion est à la base de cette méthodologie? Donc on va dire qu'il s'agit d'une réflexion inductive. On parle de démarche inductive lorsqu'on parle de cas particuliers d'observation pour arriver progressivement à une règle ou à une généralisation. Donc la question 34, il décrit une démarche où l'apprenant découvre un fait de langue par l'écoute ou la lecture, observe ce que fait dans un contexte, formule
des hypothèses sur son fonctionnement, il vérifie ces hypothèses et formule la règle. Et puis enfin, il emploie la règle ou le fait de langue dans d'autres situations, bien sûr, en l'étape de l'application. Question 35. En didactique des langues, on peut distinguer 4 grandes familles de méthodes. Lesquelles? On va opter pour le B, c'est-à-dire traditionnelle, méthode traditionnelle, directe, audio-oral et audiovisuel, et méthode fondée sur l'approche communicative. Pour rappel, bien sûr, en didactique des langues, on classe habituellement dans l'ordre chronologique les méthodologies d'enseignement des langues étrangères et du FLE. La première des méthodologies, c'est la méthodologie traditionnelle, principalement fondée sur la grammaire-traduction, a été suivie de la méthodologie naturelle, ensuite la méthodologie de la méthode directe, où on privilégie l'utilisation directe de la langue cible sans passer systématiquement par la traduction. Et ensuite la méthodologie active, ensuite la méthodologie audio-orale, ce qu'on appelle, on abrève par le MAO, qui met l'accent sur l'oral, l'écoute, la répétition et les automatismes. Et ensuite la méthodologie structuro-globale audiovisuelle, qu'on abrège par le SIGSGAV, et l'approche communicative, qui privilégie la communication en situation réelle et une sorte d'intérêt pour les actes de parole. Et enfin, la perspective actionnelle. Question 36. Quelles démarches servent d'appui à la formation? Donc la bonne réponse c'est D, c'est l'élaboration d'activités de remédiation et d'exercices de consolidation. Donc on va dire que les démarches d'appui à la formation visent à aider l'apprenant à dépasser ses difficultés ou à consolider ses acquis. Donc ils comprennent notamment deux opérations importantes, soit la remédiation pour corriger les difficultés identifiées, soit la consolidation pour renforcer les connaissances et les compétences déjà acquises, et bien sûr à travers des activités et des exercices adaptés aux besoins des apprenants. Donc pour les propositions données, bien sûr le A, la pédagogie de l'erreur et l'identification des besoins, on va dire que ce sont des démarches fondamentales et non d'appui, et non des démarches qui servent d'appui. Le B, l'évaluation formative et différenciation pédagogique, ce sont surtout des moyens de régulation des apprentissages. Et le C, pédagogie active et pédagogie de projet, on va dire que ce sont des approches pédagogiques, pas spécifiquement des démarches d'appui. Question 37. Quel concept est impliqué lorsqu'il est question de prendre en compte les stratégies d'apprentissage des élèves pour les amener à atteindre les objectifs disciplinaires? Donc la bonne réponse c'est A, le concept de la différenciation pédagogique. Rappelons que le principe de la différenciation pédagogique consiste à ce que l'enseignant adapte ses méthodes, activités, supports, consignes ou modalités d'accompagnement en fonction des différences entre les apprenants, différences des besoins et différences et des façons d'apprendre, tout en maintenant bien sûr les objectifs d'apprentissage communs. Donc pour schématiser, on va dire que la différenciation pédagogique, c'est emprunter des chemins différents pour atteindre des objectifs communs. Question 38. L'élève devra développer son autonomie. De quel type d'objectif relève cet exemple? La bonne réponse c'est B, il s'agit d'un objectif spécifique. Donc l'énoncé l'élève devra développer son autonomie exprime un objectif spécifique, car elle précise une capacité ou une finalité particulière que l'élève doit développer.
Donc la formulation de l'énoncé est suffisamment générale pour être un objectif spécifique, mais pas suffisamment observable pour être un objectif comportemental. Et bien sûr, un objectif comportemental ou behavioral, comme, comme le cas de la proposition A, c'est un type qui doit être formulé en termes de comportement observable et mesurable, alors que la formulation développer son autonomie reste trop générale pour être directement observable. Pour la proposition C, objectif autonome, bien sûr, ça ne renvoie pas à une catégorie d'objectifs pédagogiques. Et objectif accessible, donc on va dire que le mot accessible est plutôt une caractéristique d'un objectif réalisable, pas un type d'objectif. Question 39, un objectif obstacle est-ce? Donc la bonne réponse c'est C, donc c'est un obstacle qui devient un objectif d'apprentissage. Rappelons, l'objectif obstacle est un obstacle à l'apprentissage. Ça peut être soit une représentation erronée, une difficulté conceptuelle ou une manière de raisonner inadaptée que l'enseignant arrive à identifier et il transforme en objectif pédagogique à dépasser. Donc, pour dire enfin que l'objectif obstacle consiste à identifier un obstacle conceptuel chez l'apprenant et à en faire un objectif à surmonter. Pour la proposition A, on va dire un objectif qui vise des savoirs, on va dire que c'est trop général. Le B, une représentation négative de la tâche, on va dire que il s'agit on parle ici d'un obstacle didactique et non d'un objectif obstacle. On va voir cette notion d'obstacle didactique en question 50. Pour la proposition D, un objectif manquant de clarté ou de réalisme, cela concerne plutôt la formulation non précise d'un objectif. Question 40. Un élève vit un conflit cognitif, mobilise son attention et parvient à construire ses apprentissages. Dans quelle situation se trouve-t-il? Donc la bonne réponse c'est D, il se trouve dans une situation problème. Une situation problème place l'apprenant face à une tâche qui crée un déséquilibre ou un conflit cognitif. Donc il ne peut pas simplement appliquer une connaissance déjà maîtrisée, mais il doit donc chercher, raisonner, mobiliser ses connaissances et construire une nouvelle solution ou une nouvelle connaissance. Pour les propositions données, la proposition A, situation didactique, renvoie à une notion plus large. Donc il renvoie à toute situation organisée par l'enseignant pour faire apprendre un savoir. Pour la proposition B, situation d'intégration, il vise surtout la mobilisation et la combinaison de plusieurs ressources déjà acquises pour résoudre une situation complexe. Et pour la proposition C, situation d'apprentissage, donc on va dire c'est un terme très général qui désigne une situation permettant simplement d'apprendre. Question 41. Comme l'élève n'apprend pas toujours avec la régularité souhaitée, il est nécessaire de s'intéresser à la façon dont il apprend, à la qualité de ses apprentissages et à la réalité de ses acquis. Point. À cet effet s'impose le recours à deux grands types habituels d'évaluation, lesquels? Donc la bonne réponse c'est, on va dire, c'est B. La bonne réponse c'est B. C'est l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Pourquoi? Parce que l'énoncé distingue deux types de besoins. Premièrement, s'intéresser à la façon dont l'élève apprend et à la qualité de ses apprentissages. On va dire ici que c'est l'évaluation formative, bien sûr, qui convient à cette démarche-là. Et vérifier la réalité de ses acquis, on va dire qu'il s'agit là de l'évaluation sommative, bien sûr, qui
qui vient pour vérifier la réalité des acquis des apprenants. Donc, l'évaluation formative intervient pendant l'apprentissage. Elle permet de suivre la progression de l'élève, comment il apprend, de repérer ses difficultés et d'adapter l'enseignement pour l'aider à progresser. Pour l'évaluation sommative, elle intervient à la fin d'une période d'apprentissage. Elle permet de vérifier et de mesurer ce que l'élève a effectivement acquis. Donc la bonne réponse c'est B, c'est l'évaluation formative et l'évaluation sommative. Concernant les choix A et C, et bien sûr, on a l'évaluation diagnostique et l'évaluation diagnostique intervient surtout au début pour identifier les prérequis, les difficultés ou le niveau initial. Donc cette évaluation diagnostique ne correspond pas ici au deuxième besoin qui est vérifier la réalité des acquis. Pour la proposition D, le contrôle continu, on va dire que le contrôle continu, c'est une sous-catégorie de l'évaluation formative, tout simplement. Question 42, c'est l'ensemble des régulations et de leurs effets reconstruits à partir des interactions entre enseignants et élèves, issus de la situation et liés aux objets de savoir disciplinaire mis en jeu dans cette situation. Yves Reuter. Quel type de contrat est-ce? Donc la bonne réponse c'est A, il s'agit du contrat didactique. Donc on va dire que la définition donnée en haut est celle de Yves Reuter, qui figure bien sûr dans le dictionnaire des concepts fondamentaux des didactiques. Elle fait référence aux régulations et aux attentes réciproques qui se construisent entre l'enseignant et les élèves autour des objets de savoir disciplinaire. Donc le contrat didactique correspond à l'ensemble des règles, souvent implicites, qui déterminent ce que l'enseignant et les élèves sont censés faire dans une situation d'enseignement-apprentissage, et notamment bien sûr par rapport au savoir. Donc pour les propositions, la proposition B, contrat social, ça concerne les règles et relations de la vie en société. C, contrat pédagogique, ça concerne la relation et l'organisation pédagogique entre enseignants et apprenants. Et D, contrat de communication, ça concerne les règles qui organisent les échanges et la communication. Question 43. Lorsque l'enseignant implique ses élèves en groupe dans la réalisation d'un projet précis ou d'une tâche complexe, par exemple créer un journal, un site d'internet, une pièce de théâtre, quelle pédagogie adopte-t-il? Donc la bonne réponse c'est A, tout simplement, il s'agit de la pédagogie de projet. Question 44. Quel pédagogue a insufflé par sa pédagogie active la pédagogie différenciée ou encore l'approche par compétences? Il s'agit de, la bonne réponse c'est B, c'est Célestin Freinet. Et Célestin Freinet est l'un des grands pédagogues de la pédagogie active. Sa conception de l'enseignement a fortement inspiré des approches qui mettent l'apprenant au centre de l'acte pédagogique, notamment la pédagogie différenciée, l'individualisation des apprentissages, le travail coopératif, le travail bien sûr sur projet, l'apprentissage par l'expérience et l'activité, la responsabilisation de l'élève et plus largement des principes que l'on retrouve dans l'approche par compétence. Concernant Maria Montessori pour le A, la proposition A, bien sûr sa pédagogie, il s'agit d'une pédagogie positive qui vise à développer un environnement bienveillant. Il y a de la liberté, l'autonomisation et l'éveil sensoriel et kinesthésique de l'enfant. Tout bien sûr en respectant le rythme individuel de développement de l'élève. Pour Rudolf Steiner, c'est la pédagogie Steiner-Waldorf. Donc elle est fortement axée sur le développement global de l'enfant. Pour la proposition D. Ovid de Crowley, donc c'est une pédagogie active également, notamment
axé sur les centres d'intérêt et l'observation globale. Question 45. Pourquoi la bienveillance et l'empathie sont-elles des attitudes souhaitables de la part des enseignants? Donc, la bonne réponse est D, parce que le stress et l'anxiété nuisent aux apprentissages. Rappelons que la bienveillance et l'empathie permettent à l'enseignant de créer un climat sécurisant et favorable aux apprentissages. Lorsqu'un élève est soumis à un stress ou à une anxiété importante, cela peut perturber son attention, sa concentration, sa mémorisation, motivation et sa participation. Et à l'inverse, un climat de confiance permet à l'apprenant de prendre des risques, poser des questions et accepter ses erreurs, ce qui favorise bien sûr les apprentissages. Pour la proposition A, ça demeure trop vague, ce n'est pas la raison fondamentale, on va dire, de la bienveillance. Pour le B, le soutien reste nécessaire, mais il n'a rien à voir avec les attitudes de bienveillance et d'empathie. La proposition C, les retours sont importants, mais ils ne doivent pas nécessairement être négatifs. Les feedbacks doivent être plutôt constructifs et non exclusivement négatifs, bien sûr. Question 46. En didactique, c'est un ensemble de savoirs qui a pour objet pratique la construction méthodique d'un plan éducatif global ou spécifique, reflétant les valeurs et les orientations d'un milieu et devant permettre l'atteinte de buts prédéterminés de l'éducation. Donc, dictionnaire actuel de l'éducation. La question, à quelle notion cette définition réfère-t-elle? Elle réfère bien sûr au curriculum. Donc on va dire que la bonne réponse c'est C, le curriculum ou le minhaj dirasi en arabe. Donc il désigne une conception globale et organisée d'un parcours éducatif. Il prend en compte les finalités, les valeurs, les objectifs, les contenus, les méthodes et aussi les modalités d'évaluation d'un système ou d'une formation. Pour les propositions données, le A, syllabus. Le syllabus est un document très détaillé qui présente généralement le contenu et l'organisation d'un parcours ou d'un module. Le B, cursus. Le cursus est un parcours d'études ou succession de formations suivies par un apprenant. Pour la proposition D, programme, donc le programme, généralement, précise ce qui doit être enseigné dans une discipline ou à un niveau. Question 47. L'essor de la modernisation pédagogique a été promu par la venue des nouvelles technologies. Selon quel ordre chronologique ont-elles investi le domaine de l'éducation? Donc la bonne réponse c'est A. Donc c'est la radio scolaire, la télévision scolaire, le magnétoscope, l'informatique, puis le multimédia. Puis je vous invite bien sûr à lire attentivement bien sûr cette succession bien sûr de technologies pédagogiques. Question 48. Les compétences de vie ont pour but de consolider. Ont pour but de consolider la responsabilisation et la citoyenneté. Donc rappelons que les compétences de vie, life skills, visent à développer chez l'apprenant des capacités qui lui permettent de mieux faire face aux situations de la vie personnelle, sociale et professionnelle. Donc ces compétences cherchent notamment à développer la responsabilisation, la citoyenneté, l'autonomie, prise de décision, communication, gestion des relations sociales, esprit critique, résolution de problèmes, etc. Donc pour les propositions données, le A, l'adresse et la prise de décision. Donc la prise de décision est bien une compétence de vie, mais l'adresse ne correspond pas à l'objectif global recherché. Donc c'est le sens du relationnel et du partage. Ce sont des dimensions importantes, mais elles ne sont plus spécifiques, sont un peu vagues. L'entraide et l'esprit d'équipe, également des compétences sociales, mais pas des finalités générales. Question 49. Par son aspect normalisé, elle est un moyen pratique de vérifier des connaissances en termes de contenu d'apprentissage. S. Donc on va opter pour le D, le QCM.
Donc le QCM est un outil d'évaluation standardisé, normalisé, qui permet de vérifier rapidement et objectivement l'acquisition de connaissances et de contenu. Pour les propositions données, le A test de closure, ça consiste généralement à supprimer certains mots d'un texte que l'apprenant doit restituer et sert notamment à évaluer la compréhension. Pour le B test d'appariement, ça consiste à associer par des flèches, en général par des flèches, des éléments de deux séries ou de deux colonnes. Pour le C test vrai-faux, ça permet également de vérifier des connaissances, mais il présente un risque élevé de réponse au hasard, une faible capacité à évaluer les raisonnements, on va dire, complexes. Question 50. La représentation négative de la tâche d'apprentissage est-elle? Voilà, on va dire c'est un obstacle didactique. Donc la formulation de la question est pratiquement la définition classique d'un obstacle didactique. Et rappelons qu'un obstacle didactique, c'est une représentation négative de la tâche d'apprentissage qui est généralement induite par un apprentissage antérieur, qui va causer des erreurs systématiques et faire obstacle à un nouvel apprentissage. Rappelons que Guy Brousseau a établi une trilogie, on va dire, des obstacles. Obstacles ontogéniques ou ontogénétiques, obstacles didactiques, obstacles épistémologiques. Pour la proposition à obstacle épistémologique, ça renvoie à la difficulté liée à la nature du savoir et de la connaissance. Pour le B, un obstacle systématique, donc on va dire cette formulation ne renvoie à aucun type d'obstacle. Pour le D, l'obstacle ontogénique ou ontogénétique, ça renvoie bien sûr à la difficulté liée aux caractéristiques affectives et aux capacités cognitives dues au développement psychogénétique neurophysiologique de l'élève, l'âge, l'évolution physiologique et cérébrale. Question 51. La didactique a mis en relief leur rôle dans la construction du savoir. Elles sont normales, doivent être reconnues, analysées et à terme remplacées par des savoirs plus conformes à la situation. De quoi s'agit-il? Il s'agit bien sûr des erreurs des élèves. Donc on va dire que la formulation de la question, c'est une conception de l'erreur comme outil d'apprentissage. Et en didactique, l'erreur n'est donc pas simplement une faute à sanctionner, elle peut révéler une représentation ou une conception de l'élève qui permettra à l'enseignant d'identifier un obstacle à surmonter. Rappelons une petite nuance entre erreur et faute. Donc si on se réfère bien sûr à Martine Marquillot-Larue, on va dire que les erreurs relèvent d'une méconnaissance de la règle de fonctionnement. Par exemple, accorder le pluriel de cheval en cheval avec un S, lorsqu'on ignore qu'il s'agit d'un pluriel régulier. Alors que les fautes, ça correspond à des erreurs de type inattention, fatigue que l'apprenant peut corriger. Donc oubli des marques de pluriel par exemple, alors que le mécanisme est maîtrisé. C'est ça bien sûr, on va dire, la nuance, différence entre erreur et faute en didactique, bien sûr, des langues. Question 52. Elle consiste à mobiliser et à activer plusieurs savoirs dans une situation et un contexte donné, à faire sortir l'élève du cadre contraignant de l'école, à repenser les programmes et les curricula, à redéfinir les objectifs pédagogiques, à privilégier le travail collectif sur le travail individuel et à repenser la relation enseignant-enseignant. Donc, quelle est cette approche? Bien évidemment, c'est l'approche par compétence. Nous avons bien sûr ces indices qui ont été mobilisés plusieurs savoirs, redéfinir les objectifs et privilégier le travail collectif. Repenser la relation enseignant-enseigné. Rappelons qu'une compétence ne consiste pas simplement à posséder et à accumuler des connaissances, elle consiste à savoir mobiliser et combiner plusieurs ressources savoir-faire et attitudes pour agir efficacement dans une situation donnée.
Donc pour les propositions données, pour B, la proposition B, l'approche actionnelle, on va dire qu'elle est proche. Pourquoi? Parce qu'il considère l'apprenant comme un acteur social réalisant des tâches. Mais la formulation mobiliser à activer plusieurs savoirs dans une situation, un contexte donné, correspond directement, on va dire, à la définition de la compétence et donc à l'approche par compétence. Pour la proposition C, l'approche communicative, elle met en avant la communication orale en situation réelle avec un intérêt pour les actes de parole. Pour D, la résolution de situations à problème, on va dire que la résolution de situations à problème, ça fait partie de l'approche par compétence, bien sûr. Question 53. Il est composé d'éléments linguistiques, phonétiques, lexiques, grammaire, d'éléments situationnels, notions, actes de parole, et d'éléments paralinguistiques. Paralinguistique, ça veut dire paraverbal et non-verbal. Et socio-culturel, ça veut dire relatif au comportement, au mode de pensée et de vie, et des représentants de la langue cible. De quoi s'agit-il? Donc on va encore une fois hésiter entre le C et le E. Donc pour le C, on va opter pour le contenu. Donc l'énoncé décrit différents éléments qui constituent ce qui doit être enseigné dans une langue. Donc il s'agit bien sûr d'un contenu d'enseignement. Et bien sûr, si on opte pour le E, pourquoi? Parce que la formulation de la question est composée d'éléments linguistiques, situationnels, paralinguistiques et socioculturels. Ça fait effectivement penser aux composantes de la compétence communicative en didactique des langues. Et on va dire que l'énoncé décrit différents éléments qui constituent ce qui doit être enseigné dans une langue. Si on opte bien sûr pour le C, sinon bien sûr on va considérer le E bien sûr comme étant en train de parler des composantes pardon, de la compétence communicative qu'on verra plus tard. Pour bien sûr les propositions, donner le A, programme, on va dire que le programme c'est une organisation globale des contenus à enseigner. Pour le B, un projet pédagogique concerne l'organisation, planification d'une action pédagogique. Et pour le D, un choix méthodologique, ça concerne bien sûr la manière d'enseigner. Concernant bien sûr les composantes de la compétence communicative, on a la composante linguistique, ça veut dire la maîtrise des éléments lexicaux, grammaticaux, phonétiques, textuels, etc. Pour la composante socio-culturelle, c'est le fait bien sûr de maîtriser les règles sociales d'utilisation d'une langue étrangère. Et pour la composante discursive, c'est la connaissance et l'appropriation des différents types de discours et leur organisation en fonction de paramètres situationnels. Pour la composante stratégique, on va dire qu'il s'agit de stratégies verbales et non verbales, utilisées pour compenser une maîtrise imparfaite de la langue ou pour donner plus d'efficacité à son discours. Pour la cinquième composante, la composante référentielle, on va dire que il s'agit de la connaissance d'éléments référentiels, ça veut dire les domaines d'expérience des objets, du monde et de leurs relations. Par exemple, la connaissance de l'histoire, de la géographie, de certains lieux, de certains personnages, symboles, produits, spécialités culinaires, d'où telle ou telle région où la langue étrangère, bien sûr, est utilisée. Question 54, c'est un terme générique qui désigne tout élément accompagnant une situation d'enseignement-apprentissage. Lequel? On va opter pour le A, un dispositif didactique. Le terme dispositif didactique, on va dire, c'est un terme générique qui désigne l'ensemble organisé d'éléments et de conditions mis en place pour accompagner une situation d'enseignement-apprentissage. Il peut comprendre, par exemple, les supports, les outils, les ressources, les consignes, les activités et une organisation particulière, bien sûr, de l'espace et de la classe.
Pour les propositions données, une B moyen didactique, moyen utilisé pour atteindre un objectif d'enseignement. Outil didactique, on parle ici d'un instrument utilisé par l'enseignant ou l'apprenant. Support didactique en D, ça veut dire document ou matériel servant de support à l'activité d'apprentissage. Question 55. Le programme doit préconiser la mobilisation de savoir et de savoir-faire pour faire face à des tâches, résoudre des problèmes ou réaliser des projets dans des situations précises. Cette mention réfère-t-elle à? Bien sûr, elle réfère on va dire à la pédagogie, non pas des compétences, mais à l'approche par compétences, non la pédagogie des compétences. Pour le choix A, la proposition A, pédagogie par objectif, se concentre davantage sur l'atteinte d'objectifs précis sous forme de comportements mesurables et observables. La pédagogie différenciée, elle est l'une des aspects pédagogiques de l'approche par compétences qui adapte les démarches aux différences entre apprenants. Pour la proposition C, pédagogie du projet, ça organise les apprentissages autour de la réalisation d'un projet. Question 56. Le but suprême de toute éducation en général et de tout enseignement en particulier est-il de? On va opter pour le D. Donc, le but suprême de toute éducation et de tout enseignement en particulier est de, bien sûr, de rendre l'élève autonome. C'est le D. Donc, on va dire que le but ultime de l'éducation et de l'enseignement est de permettre à l'apprenant de devenir progressivement autonome, de pouvoir se passer progressivement de l'enseignant, c'est-à-dire être capable de penser et d'agir par lui-même, de mobiliser ses connaissances sans dépendre constamment de l'enseignant, de prendre des décisions, résoudre des problèmes, poursuivre ses apprentissages de manière indépendante. On va dire que l'autonomie est une finalité éducative directement liée à la capacité de l'apprenant à agir, à apprendre par lui-même. Pour les propositions données, le A, rendre l'élève épanoui, donc on va dire que l'épanouissement est en vérité une finalité éducative importante liée au développement global et au bien-être de l'élève. Pour le B, rendre l'élève libre, on va dire que la liberté est une valeur éducative, mais en contexte scolaire, ses contours demeurent imprécis. Pour le C, la proposition C, rendre l'élève semi-autonome, donc on va dire c'est une finalité incomplète et tronquée. Parce que l'objectif, c'est rendre l'élève autonome et non semi-autonome. Question 57. L'acte d'apprendre fait conjointement appel à. Donc l'acte d'apprendre fait conjointement appel à, on va hésiter encore une fois entre le A, donc il fait appel à la mémoire et à l'intelligence, ou C, il fait appel au savoir, au savoir-faire. Pourquoi? Donc en général, l'acte d'apprendre fait appel à plusieurs processus cognitifs à côté de la mise en pratique des connaissances acquises. Tout d'abord la mémoire, l'intelligence et le raisonnement, l'attention, la compréhension, la motivation et la mise en pratique, bien sûr, c'est le fait d'utiliser les connaissances acquises pour réaliser une tâche ou pour agir. Pour les propositions données B, on a proposé au théorique et à la pratique, on va dire que ce sont deux notions un peu éloignées d'une perspective didactique de l'acte d'apprendre en classe. Pour D, à la compétence et à la performance, de même. Il s'agit de deux notions un peu éloignées d'une perspective didactique de l'acte d'apprendre en classe également. Donc on va retenir le A et le C pour cette question-là. Question 58. Ils sont censés participer à l'enseignement et aux apprentissages de la discipline en jeu. Ils ne peuvent donc pas être définis uniquement par leur contour physique.
mais leur utilisation et les pratiques associées doivent être prises en compte. Vogel, Astolfi, 1980. De quel élément s'agit-il? Il s'agit bien sûr des outils d'enseignement, et un outil d'enseignement ou un outil pédagogique ne se définit pas seulement par ce qu'il est matériellement, c'est-à-dire en tant que simple objet matériel, mais aussi par la manière dont sera utilisé dans une situation d'enseignement-apprentissage. Donc la fonction d'un outil d'enseignement dépend donc de son utilisation et des pratiques associées et du contexte didactique. Question 59. On distingue en didactique trois catégories d'approches. Selon quel ordre chronologique ont-elles fait leur apparition? Donc on va encore une fois hésiter entre le A et le C. Le A et le C se ressemblent, mais bien sûr on a la différence, c'est que ça concerne bien sûr les approches cognitives et l'approche communicative. Et il faut bien sûr apporter une petite nuance concernant les approches cognitives et l'approche communicative se chevauchent historiquement. C'est-à-dire, il n'y a pas de date ou d'époque précise pour l'apparition de l'une et de la disparition de l'autre, bien sûr. Donc l'une, bien sûr, ne remplace pas l'autre, mais on a une sorte de... Ils coexistent, bien sûr, au même moment. C'est ce qui pose, bien sûr, un vrai problème concernant leur mise en ordre. Ça veut dire on va hésiter, on va soit dire que l'approche communicative précède les approches cognitives, soit on va dire que les approches cognitives précèdent bien sûr l'approche communicative. Et on va dire que la perspective actionnelle ne remplace pas brutalement l'approche communicative, mais elle la prolonge et l'élargit. Voilà, on va émettre ici un petit rappel concernant l'évolution historique de la didactique des langues. On peut retenir quand même cette progression, on commence toujours par les approches structuraux, basées sur le behaviorisme et les exercices structuraux, et où la priorité est donnée aux structures linguistiques, la grammaire, la répétition et les automatismes. Pour l'approche communicative, elle est centrée sur la compétence de communication, et la priorité est donnée à la communication, aux actes de parole, aux besoins langagiers de l'apprenant. Pour les approches cognitives, l'intérêt accru pour les processus mentaux d'apprentissage et les stratégies et la manière dont l'apprenant construit ses connaissances. Et enfin, l'approche actionnelle, les années 2000, bien sûr, avec le cadre européen commun de référence, l'apprenant est considéré comme un acteur social qui accomplit et réalise des tâches et des actions dans des contextes donnés. Petite remarque, il ne faut pas interpréter cette chronologie comme un remplacement brutal de chaque approche par la suivante. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est qu'il n'y a pas bien sûr de date précise pour chaque approche, mais les approches coexistent dans la même, on va dire, époque. Dernière question, 60. L'enseignant qui évalue les productions des élèves sans les comparer les unes aux autres, en cohérence avec les objectifs d'apprentissage, en vue de recueillir des informations, à leur fournir un feedback pour aider chacun à s'améliorer. Donc il adopte quel type d'évaluation? Donc il adopte bien sûr l'évaluation critériée, c'est le D. Pour rappel, encore une fois, l'évaluation critériée, c'est une évaluation dans laquelle les élèves sont évalués par rapport à un niveau de maîtrise d'un objectif ou d'un ensemble d'objectifs prédéfinis à l'avance, bien sûr, indépendamment de la performance des autres élèves. Donc l'objectif est également de recueillir des informations pour fournir un feedback. C'est ce qu'on bien sûr, la question mentionne, permettant à chaque élève de progresser.
Concernant l'évaluation normative, c'est une évaluation dans laquelle les apprenants sont évalués par rapport à la performance d'autres élèves et non en fonction de leur propre performance. Cette évaluation, elle est utilisée indifféremment pour orienter, réguler ou certifier, classer par des moyens et des rangs. Du coup, elle est considérée comme une évaluation de classement. Pour les propositions données, l'évaluation informelle en A, ça ne correspond pas à une appellation habituelle de l'évaluation. Pour ces évaluations externes, non plus, ça ne correspond à aucune appellation habituelle d'une évaluation en classe. Voilà, ainsi se termine cette correction. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine.